La question que je pose, c'est est-ce que tu ne t'es pas dit à un moment donné, mais si les inégalités de Bell n'étaient pas violées, est-ce que ça n'aurait pas contredit des résultats qui étaient violés, tu veux dire? Si oui, n'étaient pas violés, pardon. Oui, oui, mais là, gigantesque d'expérience. oui, mais ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. C'était pas mon problème. Moi, je suis un expérimentateur. Aucune expérience pratique ne peut vérifier vos axiomes concernant l'infini. Hein, c'est bien évident. C'est pas possible. Parce que si vous voulez dire je vais vérifier qu'il y a autant de nombres entiers que je veux, bah oui, on peut pas. Hein. Si je veux vérifier qu'en traversant le jardin des plantes en diagonale, je fais bien un chemin qui est égal à la racine de 2 au lieu de 2, non, ça ne marchera pas, parce que vous ne pourrez pas découper votre chemin en diagonale par des petits escaliers infiniment, avec des marches infiniment petites. Ce que dit le principe d'équivalence d'Einstein, c'est qu'il n'existe aucune expérience de physique qui permette au type qui est dans la capsule de dire qu'il est là ou qu'il a accéléré l'avion. Évidemment, on ne peut pas se visualiser un espace courbe parce que quand on se visualise quelque chose, ça veut dire forcément qu'on le situe dans notre espace de représentation qui est l'espace euclidien. Donc on ne peut pas plonger, c'est le terme qu'utilisent les mathématiciens, on ne peut pas mettre un espace à 3 dimensions dans l'espace euclidien à 3 dimensions. Donc jamais on ne pourra visualiser un espace courbe à 3 dimensions. Et en plus, on ne peut pas prouver une théorie en physique. On ne peut pas la prouver pour une très bonne raison d'ailleurs, qui est que toutes les théories sont fausses. En fait, toutes les théories qu'on utilise seront un jour remplacées par de meilleures théories. Donc, de ce fait, heureusement qu'on ne peut pas les prouver, c'est qu'on se tromperait d'un point de vue mathématique. Et quand bien même on aurait un jour découvert la théorie ultime qui ne nécessite pas d'être remplacée, je doute de son existence, hein, mais on peut imaginer qu'on la découvre un jour, ce que je ne crois pas, eh bien on ne pourra de toute façon pas la prouver, puisque pour ce faire, il faudrait la mettre à l'épreuve de l'infinité d'expériences qui la testent et mener chacune d'elles avec une précision infinie. Et donc, comment puis-je conjuguer ces deux théories qui ont un rapport au temps, une définition du temps, si radicalement différente? Bah, précisément, je ne peux pas. Et pourtant, je dois le faire. Une chose, c'est que quand il y a une révolution en physique, en France notamment, mais pas seulement en France, on n'arrive pas à la penser comme une révolution. Parce qu'au moment où elle se produit, on ne comprend pas en quoi elle consiste. Et donc quand une révolution se produit, on l'a dit dans le vocabulaire et avec les concepts de la théorie qu'elle remplace. Encore une fois, on n'est pas capable de prouver que la mécanique quantique est fausse, mais ce qu'on est capable de montrer, c'est que les théories dont rêvait Einstein, elles, sûrement ne vont pas marcher. Voilà. Et je pense que personne au monde n'est capable d'expliquer ce qu'est un produit tensoriel non factorisable sans écrire des mathématiques, tout simplement. La seule différence, le seul phénomène nouveau, c'est que ces opérateurs ne commutent pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'une variable continue commute avec une variable discrète. Pourquoi? Parce que s'ils commutaient ensemble, vous auriez pu trouver un modèle dans le modèle classique, avec un ensemble X et des applications de X à valeur d'un R. Donc, même purement mathématiquement, il y a un gain phénoménal qui se produit quand on transforme le formalisme naïf, très naïf, d'une application de X à valeur d'un R dans le formalisme quantique, qui est précisément le formalisme qui permet des opérateurs. Il faut forcément que vous ayez des invariants. Et il y a une question qui se pose dès le point de départ. La question c'est, sommes-nous capables de dire où nous sommes? Ça c'est typique, si vous voulez, d'une question qui est une question d'apparence philosophique, mais qui est immédiatement reliée à un problème très profond en gravitation. Et alors vous voyez, si vous posez cette question, on dira qu'on est à Central Supélec, etc. Mais vous comprendrez bien que tout ça, c'est anthropocentrique, c'est-à-dire qu'on ne fait que se référer à des choses qu'on est censé comprendre, etc. Alors, des gens très savants vous diront, on donne nos coordonnées dans un système de relativité générale. Quel système on prend? Comment vous définissez ce système de manière invariante? En relativité générale, il n'y a pas de matière négative. Point. Et l'énergie négative, on n'aime pas parce que dans toutes ces théories-là, ça met des instabilités partout. Et donc, on ne sait pas décrire ces phénomènes. Dès qu'on a des énergies négatives, c'est catastrophique dans vos théories. Donc, voilà. Donc, dans ce cadre théorique-là, ça n'apparaît pas. Il y a des collègues qui vont avoir des idées, en particulier pour considérer des masses négatives. Mais là, il va falloir qu'ils repensent complètement les équations qui décrivent la gravitation, parce que vous comprenez bien que ça fait un peu comme l'électromagnétisme. Et donc, la gravitation va commencer à devenir une force écrantée, chose que l'on ne voit pas. Et donc, s'ils font cette hypothèse, et on n'a aucune construction qui tient la route de ce côté-là,
Vous avez le droit de faire l'hypothèse, mais vous devez, à partir de cette hypothèse, expliquer comment vous retrouvez tout ce que vous supposez et qui, pour l'instant, indique qu'il n'existe que des masses positives. Donc ça, moi je suis ouvert, on est en science, on est toujours ouvert, mais il faut qu'à partir du moment où vous avez une nouvelle hypothèse, vous soyez capable d'expliquer pourquoi tout ce qui était compris avant n'est pas bousculé et reste compris. Et ça, pour l'instant, on n'a aucune théorie qui va dans ce cadre-là. Poincaré a expliqué longuement, parce que les gens qui sont autour de lui, ils disent, mais c'est laquelle qui est vraie? Est-ce que la géométrie euclidienne, elle est vraie, ou est-ce que c'est la géométrie non euclidienne qui est vraie? Laquelle des deux est vraie? Et il a cette phrase magnifique, il dit, et je vous répondrai, cette question n'a pas de sens. Certaines géométries sont plus commodes que d'autres dans certaines situations. Mais qu'est-ce que c'est que non euclidien alors? Par exemple, lorsqu'on se déplace d'un endroit en France à un autre endroit, ce qui compte, enfin ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la distance au sens géographique, mais c'est le temps qu'il faut. Alors on a affaire à une géométrie qui n'est pas du tout euclidienne. Souvent, il faut passer par Paris au lieu d'aller en chemin droit. Et cela déforme un peu conceptuellement, mais aussi, j'insiste, pratiquement, la carte de la France. Et produit quelque chose qui est tout à fait non euclidienne. Est-ce que c'est vraiment important pour les événements de tous les jours, pour la vie réelle, pour le physicien que je suis La liberté qu'il donne aux gens de penser à des géométries différentes, voire une infinité de géométries, les unes aussi cohérentes que les autres. Par exemple, si on peut utiliser la géométrie dans des problèmes de biologie, bon, ça, à l'entendre comme ça, on a l'impression que c'est une hallucination. Mais ce qu'on entend par là, c'est que beaucoup de problèmes, par exemple de biologie, de physique, des applications diverses, peuvent être, comment dirais-je, réinterprétés comme des problèmes de géométrie. Or, s'il n'y a qu'une seule géométrie, enfin, les possibilités d'interprétation comme ça sont très très limitées. Mais s'il y a beaucoup de géométries à notre disposition, eh bien, et de plus, des géométries flexibles, alors on peut les interpréter, on peut les adapter à énormément de situations pratiques. Comme disait Einstein, et c'est mon dernier mot, je pense qu'il faut prendre au sérieux les conséquences de la science, les conséquences philosophiques, même quand elles semblent absurdes. Par exemple, une conséquence philosophique de la théorie de la relativité restreinte et générale, c'est que le passage du temps est une illusion. Et une conséquence philosophique de la physique quantique, qui est discutée d'ailleurs dans la bande dessinée à laquelle Michele a fait allusion, est que notre bonne vieille réalité est beaucoup plus complexe et est faite de superpositions de réalités incompatibles, mais la physique quantique nous dit, mais c'est ça la réalité. Vous devez changer votre idée habituelle de la réalité et ne pas vous contenter de ce que vous avez appris à l'école ou de ce que l'on croit depuis des milliers d'années. Et cette hardiesse conceptuelle est quelque chose qui est souvent en retard par rapport aux équations. Et donc je vous invite à penser philosophiquement les conséquences. Au-dessus de chaque nombre premier, il y a un cercle de longueur, le log du nombre premier. Donc c'est des orbites périodiques. Mais ces orbites périodiques ne sont pas du tout isolées, elles sont plongées dans quelque chose qui est beaucoup plus riche et qui les enrobe, qui donne la structure globale. Ce qui se produit dans le cas de Weyl, c'est qu'au-dessus de chaque place, ce qui remplace les nombres premiers, il y a une orbite du Frobenius qui a un certain nombre de points, et ce nombre de points remplace le logarithme du nombre premier dans la formule qui est là. Mais bon, donc on voit qu'il y a une structure extrême. Ce qu'il faut bien comprendre, par exemple pour l'hypothèse de Riemann, pas pour la gravité quantique, mais pour l'hypothèse de Riemann, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bon, bien sûr, on aimerait bien résoudre le problème, mais d'un autre côté, c'est un problème qui est un moteur de découverte et un moteur de pénétration de structure qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que ce serait terrible si quelqu'un arrivait à résoudre ce problème par une astuce. Ce qu'on espère, justement, c'est que ce problème, il est irrésolu par une astuce, mais que tant qu'on n'aura pas vraiment compris la structure sous-jacente au nombre premier, on n'arrivera pas à le pénétrer. -1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un exemple incroyablement simple d'un topos qui permet de dire « Ouais, ce que tu fais, ouais, je dirais c'est à 10 pas de la vérité. » Moi, j'ai toujours dit, les gens qui font de la théorie des cordes, c'est à une infinité de pas de la vérité. Donc, vous voyez que cette notion, pour innocente qu'elle soit, d'accord, pour bébête,
pour Bébête, quel est l'air? En fait, elle a un potentiel, une richesse absolue. Et ce que je prétends, c'est que notre esprit, notre formation logique est extrêmement primitive. Parce que nous avons l'habitude, lorsque nous écoutons une discussion politique, de décréter oui ou non. Telle personne a raison, telle personne a tort. Et en fait, on est dans l'erreur en faisant ça. Et s'il y avait, bon, je rêve, hein, s'il y avait des philosophes qui connaissent suffisamment les maths et qui comprennent les topos de l'intérieur, il y a peu de gens qui comprennent les topos de l'intérieur, il y en a très peu, ils seraient capables de donner des modèles qui seraient utiles pour beaucoup mieux apprécier ce genre, par exemple, de discussion, ce genre de situations qui sont en fait beaucoup plus subtiles par rapport à la notion de vérité que cette notion d'une inefficacité absolue que nous utilisons tout le temps, qui est un tel a raison ou un tel a tort. D'accord? Donc, en étant tous contredits en même temps, cela montre humainement une ignorance totale du mécanisme racine de la nature. Votre langue est donc la seule à savoir qu'elle produit canoniquement des résultats techniquement vrais, mais galiléennement tous incohérents et inconsistants. Source de pertes et de décohérences massives que l'on constate depuis 40 ans dans le référentiel naturel. Votre langue a l'obligation de rendre fidèlement compte des mécanismes invariants nouveaux ou de se retirer du fond du sujet, comme a dû le faire la philosophie en 1604. Tout changement de direction ne pourra se faire sans la réouverture du chemin des Galiléens et la reconnaissance de leurs derniers représentants.